Bonjour, bienvenue sur cette session de live qui va concerner donc les charges déductibles des impôts des entreprises. Donc ce matin à midi, nous avions un premier live qui a été effectué. Il y avait beaucoup de monde et on a eu beaucoup de demandes dans la journée après pour revoir ce live. Et donc, en fait, on a trouvé plus pratique peut-être de le refaire directement. On avait prévenu donc ceux qui voulaient qu'ils étaient disponibles ce soir. Alors, je règle juste parce qu'on avait aussi quelques petits soucis de réglage ce matin au niveau du son. Donc voilà, donc là j'espère que le son va bien et que tout le monde nous entend correctement. Donc, comme je disais, quelles sont les charges qui sont déductibles des impôts des entreprises? Donc ça concerne bien entendu tous les chefs d'entreprise et tous les dirigeants et tous les cadres supérieurs des entreprises qui ne savent pas toujours ce qu'ils vont pouvoir déduire de leurs entreprises. Alors tout d'abord, ce qu'on vient de dire, c'est qu'une dépense qui n'est pas enregistrée en comptabilité, elle va coûter très cher, aussi bien en termes d'impôts qu'en termes de charges sociales et de rémunération pour le dirigeant si jamais elle n'est pas passée en charge. Donc dans un souci d'optimisation fiscale et sociale, on va forcément faire en sorte de passer le plus de charges possible, sachant que quand vous allez passer une charge avec votre résultat, vous allez passer des charges, vous allez diminuer votre résultat, donc diminuer les impôts de la société. Et si vous avez pris en charge des dépenses personnelles par la société, comme des costumes, des loyers, des choses comme ça, c'est autant de dépenses que vous aurez en moins sur la société, donc d'impôts en moins sur la société, et de rémunération que vous aurez à prendre vous en moins, et donc des cotisations sociales et des impôts à payer en moins pour vous aussi. Donc c'est vraiment une double peine si vous oubliez de comptabiliser en charge des dépenses professionnelles. Donc, ceci dit, pour qu'une dépense soit prise en charge par votre société, il y a 7 critères de déductibilité qui sont bien surveillés par le fisc. Alors en France, pour que ce soit bien déduit, le premier des critères, c'est que la dépense doit être engagée parfaitement dans l'intérêt de l'exploitation. Si elle n'est pas faite dans l'intérêt de l'activité professionnelle, le fisc dira non, je la rejette complètement. Donc quand on entend activité professionnelle, ça veut dire qu'il faut qu'elle participe au développement de votre entreprise, à l'amélioration de son compétitivité, au développement de la clientèle. Deuxième critère qui est essentiel, la dépense doit être rattachée à l'exercice comptable dans lequel elle se rapporte. Ce qui signifie que si votre dépense concerne l'année 2023, elle doit être passée en 2023. Si elle concerne l'année 2024, elle doit être passée en 2024. On n'a pas la possibilité de déroger à ça. Si vous avez comptabilisé une dépense d'assurance, par exemple, vous avez reçu l'assurance de l'année 2024 au mois de décembre 2023, vous allez bien entendu, puisque vous l'avez reçu en décembre 2023, vous allez la comptabiliser en 2023, mais il va y avoir un ajustement au niveau de ce qu'on appelle des opérations diverses qui fait que la charge, on va dire, elle ne concerne pas 2023, mais elle concernera bien 2024. Un seul cas qui est différent de ce cas-là, c'est pour les BNC, les bénéfices non commerciaux, donc ça va être les médecins, les agents commerciaux, des choses comme ça, qui, eux, vont pouvoir déduire leur charge au moment où elle est payée et non pas au moment où elle est comptabilisée. Donc ça veut dire qu'elle va être comptabilisée en fait au moment où elle est payée et non pas au moment où elle est comptabilisée. Donc ça veut dire qu'elle va être comptabilisée en fait au moment où elle est effectivement supportée par l'entreprise, c'est-à-dire que la dépense qui implique qu'elle soit payée et elle doit être certaine dans son principe et dans son montant. La preuve du paiement ou de l'engagement à payer doit pouvoir être fournie à l'administration fiscale en cas de demande. Donc si vous faites payer des charges par vos parents, par des amis, etc., la charge ne sera pas déductible de votre entreprise. Le 7e critère qui est observé à la loupe, c'est que la dépense doit être justifiée. La société doit être en mesure de justifier, de fournir des justificatifs sur toutes les dépenses qu'elle a engagées. Donc quand on parle de justificatifs, ça peut être des factures, ça va être des contrats, ça va être tout autre document qui va pouvoir prouver l'existence de cette dépense. Donc des tickets de carte bleue, des choses comme ça pourront passer également. Les tickets de carte bleue sont un petit peu problématiques parce que sur la plupart des cartes bleues, on ne sait pas ce qu'il y a comme dépense. Donc si c'est du péage, de l'autoroute, des choses comme ça, l'autoroute c'est la même chose, je suis désolé. Mais si c'est du péage, du parking, des choses comme ça, c'est bien indiqué sur le ticket de carte bleue et donc l'administration fiscale sera légitimement en droit de l'accepter. Si par contre c'est un ticket qui
qui est de stations d'essence ou de choses comme ça sur lesquelles il n'y a pas de justificatif véritablement, et bien là l'administrateur fiscal aura le choix soit de l'accepter, soit de le refuser en disant qu'il ne sait pas à quoi correspond cette dépense. La charge doit être comptabilisée dans les comptes de l'entreprise, donc la dépense doit être correctement enregistrée en comptabilité, conformément aux règles comptables en vigueur. Donc la comptabilité, c'est du droit qui respecte des règles bien précises et on doit respecter ces règles de droit. Si elles ne sont pas respectées, bien là aussi l'administration est en droit de rejeter. Et elle est de plus en plus tatillonne sur la manière d'enregistrer les charges. Par exemple, avant, on pouvait saisir globalement en fin d'année ou en fin de mois l'intégralité des dépenses. Actuellement, si vous ne saisissez pas jour par jour les dépenses, eh bien vous avez tout à fait la possibilité de subir un redressement fiscal qui peut être relativement conséquent, puisque c'est un rejet de comptabilité, et donc à ce moment-là, l'administration fiscale peut taxer comme elle le désire. Le 7e critère, c'est que la charge ne doit pas être constitutive d'une rémunération ou d'un avantage occulte, donc que ce soit pour le dirigeant d'entreprise, pour sa famille, ou pour d'autres personnes qui seront bien nommées ou non dénommées. La dépense donc, ne doit pas servir à rémunérer de manière déguisée, directement ou indirecte, le dirigeant, un associé, et elle doit être clairement identifiée dans les comptes de l'entreprise. On doit savoir exactement qui a été rémunéré par cette charge. Enfin, le 7e critère, eh bien, la charge doit être absolument conforme aux dispositions légales et réglementaires, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être contraire aux lois et règlements, notamment en ce qui concerne certaines déductions. On va avoir des pénalités fiscales, par exemple, qui seront bien déductibles au niveau de la comptabilité, donc dans la présentation des comptes comptables, mais qui fiscalement ne seront pas déductibles, et donc vous allez repayer des impôts sur ces charges qui auront été déduites en matière comptable. Ça concerne bien entendu les charges fiscales, les amendes fiscales, mais aussi les amendes sociales, et puis d'autres catégories de dépenses que l'on va voir plus après. On a des charges, donc l'intégralité des charges sont prises en compte par la société, donc que ce soit des charges fiscales déductibles ou non. Quand on a des charges qui ne sont pas déductibles fiscalement intégralement, donc on va bien vérifier pour ces charges-là l'application des 7 critères que l'on vient de voir, qui sont propres au système fiscal français, mais pas que français. Ces critères donc visent à garantir que les dépenses déduites sont légitimes, elles sont nécessaires à l'activité professionnelle, elles sont conformes aux exigences légales et donc elles vont déduire à ce moment-là tout à fait légitimement les résultats de l'entreprise. Au-delà de ces principes de base, eh bien, on va avoir des principes qui vont s'appliquer selon la nature des coûts et le contexte fiscal de l'entreprise. Donc on va avoir quelques limitations à cette déduction de charges. D'abord, un premier point, les limites spécifiques à certaines charges. Donc, certaines dépenses vont être soumises à des conditions de déductibilité bien particulières ou à des plafonnements. Ça va être par exemple les frais de représentation, les cadeaux d'affaires qui peuvent être déductibles dans certaines limites ou sous certaines conditions. On va avoir des règles qui vont concerner les amortissements. Certaines dépenses ne pourront pas passer en charge l'année de leur paiement ou l'année de leur livraison dans l'entreprise et devront être amorties dans un délai qui dépend de l'administration fiscale, délai qui va de 1 an, 2 ans, 3 ans jusqu'à 40 ans pour les immeubles par exemple. Les charges mixtes, donc on va avoir des frais qui vont avoir à la fois un caractère professionnel et un caractère privé, l'utilisation d'un véhicule, d'un téléphone, d'un domicile éventuellement. Seule la partie relative à l'usage professionnel pourrait être déduite du revenu professionnel, et sous réserve bien entendu de pouvoir justifier parfaitement de la bonne répartition que l'on fait de ces dépenses. Enfin, on va avoir des règles spécifiques pour les charges financières. Je ne sais pas si on les abordera parce que je n'ai pas eu de demande dans ce sens, mais quand vous êtes dans un groupe de sociétés, les charges financières intra-groupe sont réglementées au niveau européen désormais, et la France a pris l'application européenne. En 6e point, on verra rapidement qu'il y a des provisions qui sont déductibles ou des provisions qui ne sont pas déductibles. Si vous prévoyez de dépenses sur l'année suivante, vous avez tout à fait légitimement le droit de provisionner des dépenses qui viendront là aussi en charge sur l'entreprise. On va avoir qui vont être déduites de l'entreprise des frais de recherche et développement. Certaines dépenses peuvent nécessiter des conditions de déductibilité intéressantes, notamment en matière de crédit d'impôt recherche. On ne l'abordera pas là, ça fera l'objet principalement d'un nouveau leg. Enfin, on va avoir des conditions de déductibilité, notamment en matière de rémunération, qui vont être liées directement à la forme juridique de votre entreprise. On le verra, une entreprise individuelle ou une société de capital ne pourra pas déduire exactement de la même manière les charges de ses dirigeants.
Une fois qu'on a vu ces charges qui sont un petit peu particulières, eh bien on va regarder au préalable le point que je vous disais tout à l'heure au niveau des amortissements. Donc certains biens ne seront jamais passés en charge directement. L'administration fiscale les refusera. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une charge qui va rester, enfin une dépense, pardon, qui va rester plusieurs années dans l'entreprise, quand on achète une voiture par exemple, quand on va acheter un ordinateur, un téléphone, quand on va acheter du mobilier, eh bien tout ça, l'administration fiscale nous dit que non, comme ça va rester plusieurs années dans l'entreprise, on n'a pas le droit de le passer en charge directement sur l'année où on l'a acheté, mais on va devoir l'amortir dans le temps. C'est-à-dire que si on prend par exemple, si on refait, on va faire une peinture par exemple sur vous refaites les locaux de votre entreprise, vous refaites les peintures. L'administration fiscale va dire que les peintures ou les travaux que vous avez faits sont amortissables sur 10 ans, donc vous en avez fait pour 100 000 euros de travaux. Ces 100 000 euros, l'administration fiscale dit vous avez dépensé en 2023 100 000 euros de travaux. Eh bien non, je n'accepte pas qu'ils passent directement en charge et donc ils vont passer sur 10 ans. Donc tous les ans, vous allez pouvoir passer en charge uniquement 10 000 euros de votre dépense. Donc ça veut dire que sur le complément, vous allez payer des impôts en avance sur les années suivantes. Donc vous allez tout déduire dans le temps, mais par contre, vous allez payer des impôts régulièrement avant de pouvoir bénéficier de l'intégralité de l'amortissement. Quand vous faites un investissement, il faut donc faire très attention parce que si vous dépensez 100 000 euros et que vous n'avez pas de quoi payer les impôts, eh bien vous pouvez vous retrouver avec des difficultés financières très importantes et les banques n'aiment pas trop financer rétroactivement des dépenses. Avant, elles le font plus ou moins facilement, mais après elles ne le font pas et c'est véritablement des soucis pour les entreprises qui n'ont pas prévu. Donc là aussi, je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable ou de vos conseillers financiers pour pouvoir planifier les investissements. On le reverra un petit peu tout à l'heure. Donc, quand une dépense reste sur plusieurs années, mais qu'elle fait moins de 500 euros hors taxe, eh bien là, l'administration fiscale, dans sa grande clémence, accepte que vous passiez l'intégralité de la dépense en charge. Bien entendu, c'était une boutade concernant sa grande clémence. Donc, vous achetez un téléphone à 499 euros, eh bien, vous allez pouvoir le passer directement en charge sur votre entreprise, donc vous allez payer moins d'impôts sur votre société. Si par contre, ce même ordinateur, vous l'avez payé 500 euros, eh bien là, vous n'aurez pas la possibilité de le passer en charge sur entreprise, mais vous allez l'étaler sur 2 ou 3 ans, et donc, vous allez payer des impôts sur ce téléphone. Voilà, donc ça c'était une première règle. Donc dans les dépenses que l'on va pouvoir comme ça immobiliser, on va avoir tout ce qui va être immobilisation incorporelle. Donc incorporelle, c'est tout ce que l'on ne va pas toucher. Donc des logiciels, des fonds de commerce. Alors depuis l'année antépénitième, donc pas l'année dernière, l'année d'avant, on a la possibilité d'amortir l'acquisition d'un fonds de commerce sur 10 ans. Donc ça c'est un avantage qui est sorti il y a 2 ans. Avant, quand vous achetiez un fonds de commerce, vous ne pouviez pas l'amortir. Alors le fonds de commerce, c'est quoi? C'est la clientèle que vous achetez et non pas un client en particulier, mais c'est tout un ensemble de clientèle. Bien, quand vous avez acheté une clientèle autrefois, jusqu'à il y a 2 ans, on ne pouvait pas l'amortir et donc on payait des impôts dessus. Depuis maintenant 2 ans, quand vous avez acheté un fonds de commerce, eh bien vous pouvez l'amortir sur 10 ans. Les seuls cas où cet amortissement n'est pas autorisé, c'est si vous avez fait l'apport de votre fonds de commerce à une société dans une optique fiscale que l'on maîtrise parfaitement. Bien effectivement, là, votre fonds de commerce à une société dans une optique fiscale que l'on maîtrise parfaitement. Bien effectivement, là, l'annuel, donc c'est les immobilisations que l'on peut toucher, un ordinateur, une voiture, des tables, des chaises, toutes ces choses-là. Donc pour chacune des dépenses, l'administration fiscale fixe des règles de déductibilité et va dire, par exemple, une voiture, eh bien, on l'amortit sur 5 ans. Elle va dire qu'un bureau, on va l'amortir sur 5 ans ou sur 10 ans sur la qualité du bureau. Un immeuble, on va l'amortir sur 40 ans. Donc, pour chaque catégorie de biens qui va être immobilisée, donc plus de 500 euros, bien, l'administration fiscale dira quelle durée elle estime pouvoir, pas elle estime d'ailleurs, vous devez appliquer. Donc pour ça, il faut faire attention, il faut bien se renseigner sur les durées d'amortissement, puisque si vous amortissez trop rapidement, vous risquez de perdre, de subir un redressement fiscal. Les bâtiments de construction, on l'a vu, seront parfaitement amortis. Tout ce qui est matériel d'outillage, ça va être amortissement. Tout ce qui va être aménagement des locaux, ça va être amortissement également.
Donc les immobilisations, ensuite on a vu les incorporels, on a vu les corporels, et bien on va avoir enfin des amortissements financiers. Donc si vous achetez des titres de société, eh bien vous avez la possibilité, enfin là c'est pas non plus la possibilité, on va avoir enfin des amortissements financiers. Donc si vous achetez des titres de société, eh bien vous avez la possibilité, enfin là c'est pas non plus la possibilité, vous devez, suivant l'appétence que vous allez avoir à la gestion de l'entreprise que vous avez rachetée. Vous ne pourrez pas être passé en charge l'acquisition, mais par contre, vous n'avez pas d'amortissement sur les titres, mais par contre, on va pouvoir passer des provisions. Si le titre, la valeur de la société que vous avez achetée perd de sa valeur, eh bien là, vous aurez tout à fait légalement la possibilité de déduire une provision qui va correspondre à la perte de valeur de votre société. Donc la règle à retenir, c'est les 500 €. Au-delà de 500 €, on est obligé d'amortir quand le bien va durer plusieurs années dans l'entreprise. Au-dessous de 500 €, vous n'avez pas l'obligation de l'immobiliser. Alors on va prendre le cas par exemple d'un téléphone. Vous avez acheté un téléphone, vous l'avez acheté 1000 €. Le téléphone, l'administration fiscale va vous dire que ce téléphone, vous devez l'amortir sur 3 ans. Donc ça veut dire 333,34 € tous les ans si vous l'avez acheté au 1er janvier. Vous avez décidé que cet amortissement, eh bien, l'investissement il était sur 2 ans. Vous avez acheté votre téléphone pour 2 ans et non pas pour 3 ans. Donc comptablement, vous allez amortir 500 € tous les ans, mais l'administration fiscale va dire non, moi je n'accepte de déduire que 333 €. Donc la première année, fiscalement, vous allez déduire 500 € comptablement, la deuxième année 500 € comptablement, mais fiscalement, on va réintégrer la différence entre les 500 et les 300, donc on va réintégrer 177 €, pardon. On va réintégrer la première année 177 €, on va réintégrer la deuxième année 177 € et on va réintégrer la troisième année 177 et la troisième année, on va passer l'intégralité de l'amortissement en charge, puisque là, on n'aura plus d'amortissements qui auront été passés en plus par rapport à l'amortissement comptable. Ce même téléphone, on va supposer que la première année, il est perdu ou il est cassé. Donc vous l'avez amorti pour 500 €, et puis malheureusement, il est cassé. Et bien là, l'administration fiscale va accepter que l'on passe l'intégralité du téléphone en charge. Donc cela veut dire que quand on a beaucoup d'immobilisation, ou même quand on n'en a pas beaucoup d'ailleurs, il faut le faire systématiquement. À chaque année, au moment où on fait le bilan, on va dresser l'inventaire de toutes ces mobilisations pour en sortir le maximum. Alors celles qui sont complètement amorties, vous les gardez ou vous les laissez dans la société, ça va pas changer grand-chose, ça va augmenter rien du tout d'ailleurs. Mais par contre, ceux qui sont pas encore amortis, ceux-là, on aura intérêt véritablement à les sortir, puisque on va gagner au niveau des impôts avec les amortissements qui vont passer en charge. Voilà, donc ça c'était un petit point sur ces investissements qui passent en charge. Donc on va avoir maintenant, on va regarder tout ce qui va être la ventilation au niveau des charges déductibles. Donc au niveau des charges déductibles des impôts, on va avoir des charges d'exploitation, celles qui ont trait directement à l'activité de votre entreprise. On va avoir des charges financières, donc notamment tout ce qui va être emprunt et dettes qui sont du financier. Et puis on va avoir des charges qu'on appelle des charges exceptionnelles. On va traiter un petit peu ces 3 points. Alors la première des dépenses qui est importante quand on a une entreprise, ça va être l'achat, surtout quand on a une entreprise d'achat-vente de produits, ça va être l'achat des marchandises. Donc l'achat des marchandises, là c'est une dépense qui est tout à fait légitime, elle passe en charge dès que vous avez acheté quelque chose, ça passe en charge directement. Si les marchandises que vous avez achetées en fin d'année restent toujours dans l'entreprise, on va réintégrer, c'est-à-dire que l'administration fiscale va dire non, vous avez acheté pour 100 000 € de marchandises, mais il en reste 70 000 qui n'ont pas été revendus, je considère que ces 70 000 ne sont pas une charge et donc ils vont remonter au niveau des stocks. Donc c'est une variation de stock que l'on va enregistrer. Donc plus vous avez des stocks à la fin d'année, plus vous allez avoir des bénéfices, et sur ces bénéfices, là encore, vous allez payer des impôts. Donc il faut faire attention, exactement comme pour les immobilisations qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez fait des dépenses de stock conséquentes et que vous n'avez pas la trésorerie pour payer les impôts, vous allez vous retrouver avec des difficultés financières qui de nouveau vont être relativement importantes. Donc attention à bien surveiller cela. En même temps que les achats de marchandises, on va pouvoir déduire tous les frais annexes à ces achats de marchandises. Donc ce qu'on appelle frais annexes, ça va être les assurances, les frais de transport, les frais de douane qui ont trait avec ces dépenses. Tout ça passe en charge intégralement.
Les variations de stock, on l'a vu. Au niveau des frais généraux, bien on va avoir toute une série de frais généraux. Donc ça, bien on va avoir toute une série de frais généraux. Donc ça, c'est pas où l'on était arrêté. Donc je vous disais qu'au niveau des frais généraux, bien ça va être toutes les dépenses qui vont être relatives à l'activité même de l'entreprise. Donc on va trouver en premier lieu dans ces dépenses de frais généraux, eh bien la sous-traitance. Donc la sous-traitance, qu'est-ce que c'est que la sous-traitance? Eh bien la sous-traitance, ce sont des prestataires extérieurs à votre entreprise que vous allez prendre et qui vont faire un travail pour votre compte. Donc on va en trouver beaucoup, par exemple, dans les milieux des SS2I informatiques, dans le service de sous-traitance informatique, et on va en trouver beaucoup aussi dans les transports. Donc on va supposer, par exemple, que on vous ait commandé un transport, vous soyez une société de transport, on vous a commandé un transport à faire sur la région bordelaise, c'est loin, vous n'avez pas prévu d'y aller, et bien vous-même, donc vous allez être payé par votre client à hauteur de 1 000 € pour faire le transport de cette marchandise, et bien vous allez prendre un sous-traitant qui va faire le transport pour 800 € et vous allez conserver 200 € de marge. Il faut faire attention sur ces sous-traitants, c'est quand vous faites appel à un sous-traitant, vous avez fiscalement et socialement l'obligation de vous assurer que cette personne est bien immatriculée au registre de commerce, enfin à l'INPI maintenant, est bien immatriculée, et d'autre part, une fois qu'elle est immatriculée, qu'elle est à jour de ses cotisations sociales et de ses impôts. Si par cas elle ne l'est pas, eh bien ce sera à vous de payer ses impôts et ses cotisations sociales, donc il faut faire très attention, ça peut coûter très cher, donc bien s'assurer que la personne est immatriculée, bien s'assurer qu'elle a payé ses cotisations sociales. Il y a un document qui est à demander systématiquement, obligatoirement, il est même prévu dans le texte, vous devez demander ce qu'on appelle l'attestation de vigilance. Donc votre sous-traitant doit vous fournir une attestation de vigilance, il va demander ça auprès de son URSSAF ou auprès des impôts, qui vont leur délivrer une attestation disant qu'ils sont bien inscrits et qu'ils sont bien à jour de leur cotisation sociale. Si vous n'avez pas ce document, si la personne n'est pas à même de vous donner ce document, eh bien je vous invite à ne pas travailler avec elle, parce que d'une part, si jamais vous l'avez fait payer, vous lui avez versé 1 000 € par exemple, et qu'elle n'est pas à jour de ses cotisations sociales, eh bien les administrations fiscales et sociales vont vous demander à vous de payer ses impôts. Donc pour un paiement de 1 000 € par exemple, eh bien vous allez avoir quasiment 800 € de cotisations sociales et d'impôts. Donc le coût des 1 000 €, ça va coûter 1 800 €. Plus, eh bien, si la personne n'est pas déclarée, eh bien, ce sera assimilé à du travail déguisé. Les travails déguisés, vous avez des amendes qui sont très très fortes, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 45 000 € pour vous, amende, et puis c'est une infraction pénale également, donc vous pouvez être poursuivi également au niveau pénal. Donc vraiment, je vous invite à vous assurer très, très fidèlement que vos sous-traitants soient bien déclarés et à jour de leur cotisation sociale. Une fois qu'on a passé la sous-traitance, bien on va avoir également les charges de crédit bail et de location. Donc on n'a pas vu tout à l'heure, mais quand on achète une voiture, l'administration fiscale dit qu'on ne peut pas passer l'intégralité de l'achat de la voiture, alors de la voiture véhicule de tourisme et non pas véhicule utilitaire, donc un véhicule de tourisme, l'administration fiscale va dire que si vous achetez un véhicule de tourisme, et dans les meilleurs des cas, c'est-à-dire la voiture électrique qui est conforme à toutes les normes en matière de décarbonation, on peut dire qu'elle soit propre, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas propre du tout, bien au contraire, mais bon, officiellement c'est des véhicules propres, et donc l'administration fiscale dit que jusqu'à 30 000 € vous allez pouvoir amortir votre voiture. Donc si vous avez acheté une voiture 50 000 € électrique complètement, 50 000 €, l'administration fiscale dit que vous pouvez déduire jusqu'à 30 000 €. Le complément, eh bien, sera réintégré fiscalement. Donc les 20 000 €, on fera comme si le fisc ne les connaît pas. En fait, voilà, il ne va pas les amortir, et donc vous ne les passerez pas en charge, et vous allez donc payer des impôts dessus. Ce n'est pas valable pour la batterie par contre. La batterie, elle est un accessoire, et elle passe directement, intégralement en charge sur votre entreprise. Donc c'est pour ça que beaucoup de concessionnaires, enfin c'est pas pour ça d'ailleurs, mais beaucoup de concessionnaires ont augmenté la valeur des batteries, et donc très souvent quand vous allez acheter une voiture, une voiture électrique à 60 000 €, bien vous pouvez vous retrouver avec la voiture qui vaut 30 000 € et une batterie qui vaut 30 000 €. C'est un avantage que vous accorde le concessionnaire, puisqu'il a passé la batterie beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut naturellement. Donc faites attention à ça. Donc ça c'est valable pour l'acquisition, mais c'est valable également en matière de crédit bail ou de location. On va faire exactement le même prorata sur la location et le crédit bail que la valeur d'acquisition de la voiture. Donc, en principe, les loueurs ou les établissements financiers vous adressent à la fin de l'année la quote-part
qu'il va falloir réintégrer fiscalement pour être en règle. Donc si vous avez dépensé 24 000 euros de loyer de votre voiture et que il y a 2 tiers qui concernent l'excédent, eh bien vous devrez réintégrer l'excédent et là aussi vous paierez des impôts dessus. Donc à bien faire attention à ces différents aspects au niveau des voitures. Je fais attention, c'est bien les véhicules, je l'ai dit, les véhicules de tourisme, ça ne concerne pas les autres véhicules. Les locations professionnelles de locaux donc sont prises en charge intégralement sur l'entreprise, aucune difficulté là-dessus, à condition effectivement qu'ils soient justifiés. Si vous avez pris des locaux professionnels et que vous y habitez vous à titre personnel en permanence, l'administration fiscale il verra d'un mauvais œil et vous redressera sans aucun état d'âme. On va parler maintenant d'un petit cas particulier qui concerne le loyer du domicile du dirigeant. Donc le loyer du domicile du dirigeant, si vous êtes dirigeant d'entreprise, et il vous arrive, je suppose, très certainement, tout comme moi, de travailler depuis chez vous régulièrement, et donc ça veut dire que au moins dans le salon, vous allez profiter de la table, au moins dans le salon, vous allez profiter du chauffage, du gaz, de l'électricité, des taxes, de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation si c'est une résidence secondaire. Donc vous allez profiter de tout un avantage qui sont liés à votre logement, éventuellement d'un bureau complémentaire. Donc l'administration fiscale accepte que vous passiez une quote-part de votre domicile, que vous soyez propriétaire ou que vous soyez locataire, ça ne change rien, une quote-part de votre domicile en termes de dépenses professionnelles. Quelques règles quand même à respecter pour que cela puisse se faire. Eh bien, il faut que on délimite véritablement dans votre espace, dans votre logement, la partie professionnelle et la partie privée. Donc vous allez pouvoir dire par exemple que vous avez dans votre appartement de 3 pièces, eh bien, vous avez un bureau qui est exclusivement consacré à titre professionnel, que la moitié du salon est également à titre professionnel, parce que le bureau c'est pour ranger les affaires et travailler au calme, mais comme moi, vous préférez travailler en salon, en famille, c'est quand même plus agréable. Et puis, vous faites vos lectures et tout dans le salon. Donc, vous allez pouvoir passer une quote-part du salon également à titre professionnel, quote-part du loyer et après, quote-part de l'eau, du gaz, de l'électricité, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Il est important de bien justifier que cette occupation de votre domicile est professionnelle et que vous ne pouviez pas faire autrement. Alors, quand vous êtes chef d'entreprise, c'est difficile à contester puisque la plupart des chefs d'entreprise travaillent notamment depuis chez eux, ne serait-ce que pour faire leur comptabilité, pour faire le suivi des papiers et autres, les liens avec votre expert comptable, par exemple. Tout cela se fait généralement depuis son domicile et rarement, sauf pour les commerces, rarement depuis les locaux professionnels. Donc ça c'est important. Il faut évaluer correctement le loyer et raisonnablement le loyer. Donc je vous invite à avoir des relevés de loyer de logements similaires aux vôtres dans le quartier afin de pouvoir justifier à l'administration fiscale que les charges que vous faites passer à titre professionnel correspondent bien au quartier dans lequel vous vous trouvez. Enfin, l'administration fiscale aime beaucoup les papiers et donc on vous invite le plus souvent à formaliser cette prise en charge des locaux, donc par un contrat, par une convention entre vous et votre société, ou un contrat, c'est mieux, un contrat de bail ou de mise à disposition. C'est pas un contrat de bail, c'est plutôt un contrat de mise à disposition. Et puis vous joindrez à ces contrats les copies des factures, les justificatifs, etc. Donc à partir du moment où c'est bien réglé par contrat, l'administration fiscale souvent est beaucoup plus clémente et accepte sans difficulté que vous puissiez passer cela en charge. Donc en règle générale, on passe une partie du loyer avec une facture ou une prise en charge directe, et puis donc avec la convention, donc inutile de faire une facture tous les mois. Et puis après, par contre, pour toutes les autres factures, eau, gaz, électricité, on fait une note de frais sur laquelle on agrafe et on met la quote-part qui va être professionnelle, ce qui fait que généralement il n'y a pas de redressement. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de redressement en matière fiscale. Donc pas de souci de ce côté-là. Quelques règles quand même, il est interdit de déduire 2 fois son loyer. Donc si vous avez déjà déduit à titre de votre résidence principale des charges de loyer, etc., vous ne pourrez pas les reprendre à titre professionnel. La règle étant, quelle que soit la dépense, la règle étant que vous ne fassiez pas de bénéfice sur vos locaux personnels. Là, l'administration y veille. Si jamais vous avez des dépenses à hauteur de 1 000 euros par mois de loyer et que vous refacturez 1 500 euros, les 500 euros plus une petite quote-part, l'administration fiscale dira qu'elle le refuse catégoriquement et vous serez redressé dessus. Et là, avec même quelquefois, j'ai vu des mauvaises foi appliquées. Donc, mauvaise foi, c'est 80% de pénalité.
Donc faites attention. Par contre, on va pouvoir réévaluer également les loyers régulièrement. Là, je vous invite, comme je l'ai dit tout à l'heure, à consulter un expert comptable ou un conseiller fiscal pour bien fixer les valeurs de loyer et bien fixer le contrat ou la convention qui va être passée de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque avec l'administration fiscale. On pourra déduire également tout ce qui va avoir lieu à l'entretien, aux réparations de vos biens professionnels. On va pouvoir déduire également les assurances. On va pouvoir déduire tout ce qui va être prévoyance, contrat de prévoyance, de santé, retraite du dirigeant. Alors là, une petite spécificité, c'est qu'il va falloir se rapprocher de votre conseil en gestion de patrimoine, de votre assureur ou de votre courtier pour bien valider que le contrat que vous avez signé ou que vous allez signer puisse être bien déduit de votre entreprise, sachant que suivant la forme juridique de l'entreprise et votre statut social, eh bien il y aura des prises en charge qui seront différentes et donc il faut surtout pas se tromper de contrat. Un contrat qui va aller sur un gérant majoritaire n'ira pas sur un salarié et réciproquement. Donc bien valider le contrat avec votre conseil en gestion de patrimoine. Éventuellement, vous pouvez le présenter aussi à votre expert comptable, même si les experts comptables connaissent moins les contrats d'assurance ou de choses là. Le mieux, c'est quand même d'avoir l'assurance écrite par votre assureur ou gestionnaire de patrimoine que le contrat est bien déductible dans votre cas. Également, on attire l'attention, c'est pas lié au thème du jour, mais je attire votre attention sur le fait de ces assurances, prévoyances et autres qui sont très importantes pour un chef d'entreprise. Et malheureusement, tous les ans, on a des cas d'accidents graves dans lesquels les dirigeants peuvent rester plusieurs mois sans travailler. Et là, c'est double peine. C'est comme les charges qui ne sont pas déduites, c'est double peine puisque d'un côté, vous n'avez pas de revenus puisque vous ne travaillez pas, et de l'autre côté, par contre, les charges, elles continuent à courir. Donc les loyers, les assurances, les charges sociales et les impôts éventuellement continuent à courir. Et si vous ne pouvez pas les payer, malheureusement, vous vous retrouvez très rapidement avec des catastrophes de santé d'une part et des catastrophes financières d'autre part. On a quelques clients qui ont été pourtant bien protégés, qui vivent des drames actuellement, et donc je vous invite à faire très attention à ça. Il existe aussi des assurances chefs d'entreprise qui vous couvrent si jamais vous avez personnellement un problème qui vient à combler les dépenses de votre société. Donc pensez-y et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions en ce sens. Également, vont pouvoir être déduites de votre bénéfice tous les frais d'études, recherche, tout ce qui va être les livres, tout ce qui va être tout ça, c'est parfaitement déductible. Au niveau des charges externes, on va avoir d'autres charges qui vont pouvoir être déduites. Bien d'abord les charges de personnel intérimaire. Donc le personnel intérimaire, c'est le personnel que vous allez pouvoir prendre si vous avez du personnel malade ou si vous avez un surcroît d'activité. Donc là, vous êtes autorisé exceptionnellement à prendre du personnel intérimaire. Donc ça passera intégralement en charge. Vous pouvez avoir également des frais dans les groupes, plus particulièrement de personnel prêté. Et donc il est prêté, ça veut dire qu'il n'est pas à vous, il est prêté, mais il est refacturé quand même. Et là aussi, vous pourrez refacturer la charge. Toutes les rémunérations d'intermédiaires sont déductibles sans aucune limitation. Donc ça va être les frais d'agence immobilière, ça va être les frais de communication, ça va être les agents de presse, ça va être toutes ces prestations externes qui vous facturent les honoraires sont déductibles intégralement. Sont déductibles intégralement également les honoraires, dont ceux de votre expert comptable qui vous permet d'optimiser au mieux votre fiscalité, vos charges sociales et vos revenus. Les frais de publicité sont déductibles également, sauf à avoir les cadeaux que l'on verra tout à l'heure, qui ont certaines limites. Et puis vous avez retrouvé sur le site du cabinet tout un article sur ces frais de cadeaux. Les frais de transport, réception sont également déduits intégralement sans aucune difficulté. Les frais de déplacement, quand vous avez besoin de vous déplacer à titre professionnel, également déductibles sans limite particulière. Sauf les frais de repas qui peuvent être limités, même si l'administration fiscale est généralement assez clémente sur ce côté-là. On le verra peut-être tout à l'heure un peu plus, je vous le vois là maintenant. Au niveau des frais de repas, vous ne pourrez pas déduire. Si vous avez l'habitude d'aller dans un petit restaurant classique, vous avez une petite entreprise de transport et que le repas traditionnel se situe autour de 20-30 euros et que d'un seul coup vous allez inviter un client dans une très grande table et dépenser 1000 ou 2000 euros, bien là l'administration fiscale pourra tout à fait dire que la dépense n'est pas justifiée par votre activité, que le client ne valait pas cette invitation
si élevés, et donc réintégrer, avec éventuellement abus de biens sociaux, réintégrer en général ils ne le font pas, mais au moins ils vont réintégrer la dépense en disant que c'était une dépense somptuaire et que c'est vous qui vous êtes fait plaisir et non pas que vous avez fait plaisir à un de vos clients. Il en va bien entendu, évidemment, différemment si le client en question est devenu client après et qui vous rapporte au moins les 1 000 € que vous avez fait. Les deux étant importants, toujours liés aux 7 critères. Les conditions de déductibilité, on les a déjà vues, donc on ne va pas les reprendre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les 7 critères sont indispensables à faire, à suivre, et donc vont concerner aussi les frais de déplacement. Donc, si vous vous déplacez aux États-Unis alors que votre activité est en France, là, l'administration fiscale dira là aussi que ce n'est pas du tout professionnel. Par contre, vous avez le droit d'aller en tant que salon de coiffure, par exemple, vous avez tout à fait le droit d'aller aux États-Unis pour vérifier que aux États-Unis ils coiffent exactement de la manière, apprendre de nouvelles techniques, aller visiter des salons, etc. Et là, ça passera intégralement en charge. Donc à vous de faire en sorte de lier plaisir et professionnalisme. Et là, l'administration ne peut pas remettre en question vos dépenses à partir du moment où elles sont bien professionnelles. Au niveau des frais kilométriques, vous ne pouvez pas déduire ce que vous voulez. Donc l'entreprise, vous pouvez très bien dire que vous allez déduire les frais kilométriques de vos salariés ou les vôtres à hauteur de 3 € du kilomètre, par exemple. Mais l'administration fiscale dira, moi, vous avez déduit 3 € du kilomètre, mais moi, je n'accepte que 0,60. Et donc l'intégralité de la différence sera réintégrée et vous paierez de nouveau des impôts dessus. Donc à bien faire attention, là encore. À noter que depuis l'année dernière, les véhicules de tourisme qui sont utilisés par un chef d'entreprise sont assimilés à un véhicule qui appartient à l'entreprise et donc vous êtes soumis à payer les mêmes taxes que si la société avait appartenu à la société. Nouvelle taxe qui arrive cette année comme il en arrive régulièrement, qui arrivait déjà l'année dernière. Nous avons des frais de déplacement qui ne sont pas déductibles. C'est des frais qui vont concerner le domicile vers le lieu de travail. Ça, ils sont pris en charge sur votre rémunération personnelle si vous êtes salarié. Donc ça fait partie des abattements des frais professionnels, des 10% ou des frais réels. Si vous êtes en entreprise individuelle, là c'est différemment, vous n'avez pas cet abattement à titre personnel et donc vous pourrez les déduire à titre professionnel. Et puis les dépenses. Voilà, donc en ce qui concerne les frais de déplacement, je pense qu'on a fait le tour. Vous pouvez déduire également tout ce qui va être frais bancaires, donc sans aucune limitation, donc quels que soient les frais bancaires, qui augmentent de plus en plus, mais vous pouvez les déduire intégralement. Vous pouvez déduire au final après. Dernière catégorie que vous pouvez déduire en matière de ce qu'on appelle des frais généraux toujours, ça va être les cotisations professionnelles. Donc si vous cotisez à un ordre professionnel, vous allez pouvoir déduire les cotisations. Si vous allez cotiser à des organismes de syndicats professionnels ou etc., vous pourrez également déduire l'intégralité des cotisations que vous allez verser à ces syndicats. Vous allez pouvoir également déduire, en faisant vraiment plus attention, si vous allez cotiser à des salles de sport, si vous allez cotiser à des clubs de golf, des choses comme ça, vous pourrez là aussi déduire une partie ou toute ou partie de votre abonnement, là encore à condition de bien justifier que la dépense était professionnelle et bien dans l'intérêt de l'entreprise. Donc ça veut dire que vous avez intérêt à ramener des clients que vous avez rencontrés dans votre club de golf préféré. Les impôts et taxes sont déductibles intégralement de votre entreprise, pas tous. Alors si vous êtes profession qui n'est pas soumise à TVA, vous allez pouvoir déduire la TVA au niveau des impôts et taxes. Si par contre votre entreprise est soumise à TVA, là par contre vous ne déduirez pas la TVA. La TVA n'est pas une charge déductible, c'est pas une charge du tout d'ailleurs. En fait, tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, on fait la balance entre la TVA que vous avez collectée sur vos ventes, la TVA que vous avez déduite sur vos achats et vous payez vous payez la TVA directement à l'administration fiscale sur la différence entre les deux. Si vous avez fait plus de dépenses de TVA que d'encaissement, au contraire, l'État vous rembourse. Attention, il y a un formalisme à respecter très strict si vous voulez être remboursé. D'autre part, vous ne pourrez pas déduire à ce niveau-là, l'impôt société, si vous êtes en société, l'impôt société n'est pas déductible de l'entreprise, pas davantage que les pénalités que vous pouvez avoir en matière de TVA ou en matière d'impôt. Les charges de personnel sont déductibles intégralement de l'entreprise à partir du moment où elles sont toujours pareilles et respectent les 7 critères. Donc ça veut dire que si en tant que chef d'entreprise vous avez rémunéré
On l'a vu dernièrement avec quelques politiciens, vous avez rémunéré votre épouse qui travaillote dans votre entreprise. Si vous avez rémunéré votre fils qui se trouve au Canada, eh bien là, l'administration fiscale vous dira, non, vous ne pouvez pas déduire ces charges. Ce sont des dépenses personnelles à vous, c'est pas des charges professionnelles déductibles, et donc il les réintégrera et vous fera payer des impôts dessus. Vous pouvez déduire également, comme au niveau des assurances, à condition de faire le point avec votre courtier en gestion de patrimoine, vous pourrez déduire tout ce qui va être versement dans des plans d'épargne retraite ou dans des contrats d'intéressement. Donc, on va pouvoir déduire également tout ce qui va être les amortissements de l'année. Donc, sur les obligations que vous avez faites, les amortissements de l'année seront parfaitement déductibles. Et on pourra déduire également les provisions qui vont concerner les titres ou des biens que vous avez dedans. Dans les provisions, on va trouver également des provisions pour litige que vous allez pouvoir déduire également sans aucune limite, ce qu'on appelle les provisions pour risques et charges ou des pertes potentielles ou des obligations futures. Dernière catégorie de charges que vous allez pouvoir déduire sur votre entreprise en matière de frais de dépenses, charges d'exploitation, ça va être tout ce qui va être lié à l'activité principale, mais que l'on n'a pas pu reprendre dans les autres postes du bilan d'avant, que l'on vient de décrire. Donc ça va être par exemple les redevances de licence, de marque, tout ce qui va être les redevances de logiciels, tout ce qui va être les droits d'auteur, ou encore des pertes sur des clients que l'on ne juge pas utile de poursuivre. Un client, vous avez facturé à un client 1050 €, il vous a réglé 1000 €. Est-ce que ça vaut la peine de le poursuivre pour 50 €? Et donc là, l'administration fiscale accepte que vous passiez la différence directement en charge. De toute façon, si les sommes sont importantes, il faudra faire une procédure quand même pour bien justifier que vous l'avez passé en charge, mais que vous avez fait montre de diligence pour pouvoir récupérer la somme. Donc toutes ces charges, il faut les suivre très précisément pour savoir si, pour pouvoir être rentable, c'est la moindre des choses. On va pouvoir déduire, une fois qu'on a vu les charges d'exploitation, je vous disais tout à l'heure qu'on va pouvoir déduire tout ce qui va être charges financières. Donc dans les charges financières qui vont être déductibles, on va retrouver en premier lieu les intérêts d'emprunt. Donc les intérêts d'emprunt sont les intérêts que vous allez payer sur vos emprunts. Donc on ne va pas déduire l'échéance complète d'emprunt, c'est-à-dire que le remboursement du capital ne sera jamais déductible, c'est du capital, mais par contre on va déduire uniquement la quote-part d'intérêt, donc la plus faible, mais qui permet aussi de déduire un petit peu des intérêts. On va pouvoir déduire les frais de dossier et de garantie que vous aura pris la banque pour vous faire le crédit. On va pouvoir déduire tout ce qui va être coûts liés au découvert. On va pouvoir déduire enfin tout ce qui va être les pénalités et les amendes financières. Donc autant je vous disais tout à l'heure que tout ce qui était amende fiscale ou sociale, elle n'était pas déductible du compte de résultat financier, enfin du compte de résultat au niveau des impôts, donc on payait des impôts dessus. Eh bien, par contre, les pénalités et charges financières, là, sont déductibles et là, donc, viennent bien en déduction de vos impôts. À condition de respecter là aussi les 7 critères, c'est-à-dire si c'est des emprunts qui ne concernent pas l'activité professionnelle, ils ne sont pas déductibles du tout, et puis ils doivent être bien comptabilisés dans les comptes de l'entreprise, avec plafonnement des intérêts, comme on disait tout à l'heure, sur les intérêts au niveau des groupes, mais que l'on ne va pas voir ici. Au niveau des charges exceptionnelles, donc une fois qu'on a vu les charges financières, on va voir les charges exceptionnelles. Comme leur nom l'indique, ce sont des charges qui ne sont pas courantes dans l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'on va trouver comme charges qui ne sont pas courantes et que on va pouvoir déduire au niveau de l'entreprise? Eh bien, on va pouvoir déduire des pertes sur actifs. Donc j'avais pris l'exemple tout à l'heure du téléphone qui valait 1000 € et qui est perdu la première année. Eh bien, vous avez amorti en exploitation 500 € et vous allez passer en pertes exceptionnelles diverses 500 € en disant que c'est plus de l'amortissement, mais c'est bien une perte exceptionnelle. Il faut bien, là aussi, ventiler comme il faut comptablement, sinon ça peut être un rejet. Même s'ils sont faibles de ce côté-là, mais c'est tout à fait possible. On va pouvoir déduire les charges liées aux restructurations. Donc, vous avez décidé de fermer une entreprise et vous allez devoir verser des indemnités de licenciement à vos salariés. Et bien là aussi, ça va être, vous allez pouvoir passer ça en charge exceptionnelle. De la même manière, les amendes et pénalités qui ne sont pas fiscales ou sociales pourront être déduites. Donc si vous avez par exemple perdu un marché, enfin vous êtes en retard sur un marché et vous avez des pénalités, eh bien ces pénalités, vous allez pouvoir les déduire intégralement de votre activité et vous ne paierez plus d'impôt dessus. Enfin, on va avoir des dépenses liées à des sinistres ou à des provisions exceptionnelles. Eh bien par exemple, vous avez, et là c'est, on va considérer par exemple que vous avez licencié quelqu'un
un de salariés au mois de décembre 2023. Le jugement n'est pas prévu avant fin 2024 ou 2025. Vous avez estimé que vous aviez 25 000 euros à payer à ce salarié au titre de la procédure. L'avocat vous l'a écrit, vous l'avez estimé, etc. Eh bien, vous allez pouvoir déduire dès 2023 en provision 25 000 euros. Donc ça vous permet de déduire très sensiblement dès l'année où la charge a existé, c'est-à-dire que vous avez licencié en 2023 et donc vous n'avez pas licencié en 2024 ou 2025, même si le jugement intervient en 2024 ou 2025, vous l'avez bien licencié en 2023 et donc l'administration fiscale dit que vous avez tout à fait la possibilité de passer la charge en 2023 et là ce sera une charge estimée puisque vous ne connaissez pas la charge finale. À noter que les provisions, autant les dépenses facturées doivent être comptabilisées pour leur juste valeur, c'est-à-dire la valeur qui figure bien sur la facture, y compris quand c'est avec des monnaies étrangères. Mais par contre, vous avez tout à fait le droit de passer des provisions. À partir du moment où vous avez justifié, que vous avez calculé la provision et que vous avez estimé au plus près, vous avez le droit de passer la provision. Même si la provision au final, c'est pas celle qui était comptabilisée, elle est plus forte ou elle est plus faible, la charge sera parfaitement légitimement déduite et vous aura permis de gagner au niveau des impôts. Donc là, on a tout à fait la possibilité de forcer un petit peu sur les provisions, puisque on ne peut pas, quand on a des provisions sur prud'homme, on ne sait jamais où on va, et donc on peut très bien estimer qu'on va payer plus que ce que l'on pense ou que ce qu'on estime devoir payer. Donc là, l'administration fiscale ne remet pas trop en question dessus, sauf s'il y a de très très gros écarts, bien entendu. Qu'est-ce que l'on peut voir? Bien, donc tous les frais sont déduits comptablement, ce qui réduira les bénéfices, on l'a vu tout à l'heure. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il fallait bien faire attention à ce que toutes les dépenses passent, sinon c'est double peine, rémunération, impôts supplémentaires, rémunération supplémentaire, charges sociales supplémentaires, donc faire très attention à ça. Pour être déductible, donc on l'a vu, les dépenses doivent être faites dans l'intérêt de la société, rattachées à l'exercice comptable. Tout ça, ça a été vu. Donc je voulais que l'on s'attarde, puisqu'on nous en a fait les demandes, que l'on s'attarde un petit peu sur quelques dépenses plus particulières. Donc les frais de représentation, par exemple, de restaurant. Donc je vous disais tout à l'heure que si vous alliez au restaurant, vous avec une petite entreprise ou moi avec une petite entreprise traditionnelle, je vais au restaurant et que je dépense 5 000 euros de restaurant, je suis quasiment, pour moi et puis 2-3 autres convives, je suis quasiment sûr que l'administration fiscale va venir me dire toc toc, ça j'accepte pas et je redresse. Si par contre vous vous appelez Gucci, là il n'y aura pas de difficulté, vous pourrez passer cette dépense sans aucune difficulté au niveau de votre résultat. Les cadeaux d'affaires, eh bien, tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que ça fait partie de la clientèle, c'est bien fait dans l'intérêt de la clientèle et non pas de vous. Les cadeaux d'affaires, on peut déduire l'intégralité des cadeaux que l'on fait, à une réserve toutefois près, c'est que les cadeaux, si vous dépassent TTC et frais de port, etc., compris, plus de 73 euros, eh bien, vous ne récupérez pas la TVA dessus. Donc, si vous avez acheté, on va dire, qu'est-ce qu'on peut offrir comme cadeau de 100 euros? On va dire un parfum, vous avez offert un parfum à 100 euros à un de vos clients, eh bien, l'administration fiscale dira, je regrette, le parfum, je l'accepte en cadeau, quelle que soit la valeur, puisqu'on est dans des valeurs qui sont acceptables, et donc si on dépasse les 73 euros, mais par contre la TVA, je la refuse. Si par contre vous avez acheté un bien 50 euros, bien là l'administration fiscale acceptera que vous passiez l'intégralité en charge de l'achat hors taxe et vous récupérez la TVA dessus. Au niveau de ces cadeaux, quand je dis qu'il n'y a pas de valeur, là aussi on fait comme pour les frais de restaurant, c'est-à-dire que si vous achetez vous sur votre entreprise qui fait à peine des bénéfices, vous allez acheter un sac Gucci, pour reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure, un sac Gucci à 5 000 euros, eh bien l'administration fiscale dira que non, c'est une dépense somptuaire, et je ne cherche même pas à savoir si vous l'avez offert à votre ami, à votre femme, ou si c'était vraiment un cadeau. Elle s'en fiche, elle va simplement dire qu'elle rejette la dépense. Si par contre, eh bien c'est le patron de LVMH qui achète, alors peut-être pas LVMH, on va pas leur faire concurrence, mais le patron de Bouygues qui achète un sac à 5 000 euros pour un de ses clients, bien là l'administration fiscale dira qu'effectivement c'est tout à fait légitime puisque le client est devenu client et qu'il ne pouvait pas lui offrir un sac à 200 euros. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui concerne les cadeaux. Au niveau des frais de véhicule,
Je vous ai dit que les frais de véhicule, on va se référer à l'émission de CO2. Donc là, il faut aller voir, on va pas le traiter ici, il faudra aller voir directement parce qu'il y a plein de cas différents suivant les puissances de CO2, les années d'acquisition des véhicules, etc., etc. Et donc il y a ça fait l'objet en fait d'un live complet, et donc que l'on ne fera pas, mais ça fait l'objet d'un live complet, voilà. Donc je vous invite à aller voir directement la fiche de l'administration fiscale dans ce sens. Les intérêts d'emprunt, on l'a vu, je vous l'ai dit, qu'ils étaient limités dans le cadre européen au niveau des intérêts qui sont fixés intra-groupe. Donc si vous versez des intérêts à une autre société de votre groupe, eh bien là on va limiter la dépense. Le pourcentage, c'est 30% de ce qu'on appelle l'EBITDA. l'EBITDA, donc l'EBITDA, c'est un résultat calculé de résultat d'exploitation. Donc on va pouvoir pas déduire plus que 30% de cet EBITDA, et puis il sera limité à 3 millions d'euros au niveau de la charge financière. Donc ça concerne des grosses entreprises, c'est pas les entreprises que l'on a couramment, sur lesquelles on fait ces opérations couramment. Voilà. Donc ça, en matière de déductibilité d'emprunt, donc on l'a vu. L'amortissement des véhicules de tourisme, on l'a traité également. C'était des questions qui étaient reposées. Qu'est-ce que l'on a comme autre question qui est posée? Je vois que l'on parle de l'amortissement. Ben oui, encore amortissement des véhicules. Donc l'amortissement des véhicules, je vous dis qu'il faut aller voir directement la partie, l'administration fiscale, donc la note de l'administration fiscale sur les véhicules. Si vous le souhaitez, vous mettez une petite note en commentaire et je vous l'enverrai directement en vous expliquant par rapport à votre voiture ce que vous pouvez déduire ou ce que vous ne pouvez pas déduire. Alors, on va supposer, par contre, on me demande au niveau des amortissements, il y avait quelqu'un qui n'avait pas trop compris. Donc on va supposer qu'on a acheté un véhicule de tourisme 40 000 euros par exemple, et qu'on a une durée de vie estimée de ce véhicule de 5 ans. Bien l'administration fiscale va dire qu'elle ne va amortir que 8 000 euros, puisque c'est pas un véhicule électrique. Donc au-delà de 8 000 euros, entre la différence entre les 8 000 euros et les 40 000 euros, donc l'amortissement ne pourra pas se faire. Donc voilà un petit peu sur les véhicules comment ça fonctionne. Donc on va pas épiloguer là-dessus. Au niveau des frais de publicité et de sponsoring, ils sont déduits intégralement de votre entreprise. Petite note sur le mécénat. Le mécénat n'est pas déductible intégralement. Il va être déductible à hauteur de 60% des versements effectués, avec dans la limite donc de 0,5% du chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une petite limite concernant le mécénat. Certaines rémunérations donc ne sont pas déductibles, donc celles-là elles vont dépendre de la forme juridique de votre entreprise. Donc si vous êtes dans une entreprise individuelle par exemple, eh bien la rémunération que vous allez prendre tous les mois ne sera pas déductible. Donc on va supposer, pour mettre une somme ronde, que vous avez 100 000 euros de bénéfices sur votre entreprise, tout le mal que je vous souhaite. Eh bien, si vous avez pris au titre des rémunérations sur l'année 20 000 euros simplement, eh bien, l'administration fiscale va vous imposer sur 100 000 et les cotisations sociales seront également imposées sur 100 000. Si vous êtes en forme de société, donc SARL, SAS ou autre, eh bien sur ce même résultat de 100 000, vous avez pris 20 000, eh bien vous serez imposé au niveau de la société, non pas sur les 100 000, mais sur les 100 000 moins les 20 000 qui seront parfaitement déductibles. Alors après, on pourra déduire plus ou moins suivant la forme juridique, mais voilà comment ça se passe. Donc au niveau des BNC, des BIC et des bénéfices agricoles, donc qui ne sont pas sociétés, bien là effectivement, je rappelle qu'on ne peut pas déduire la charge de rémunération ni les charges sociales qui vont avec, qui sont calculées après. Pour toutes les autres formes juridiques, SARL, SAS, on va déduire l'intégralité des rémunérations qui auront été prises, sauf cas particulier, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez rémunéré une épouse qui ne travaille pas dans votre entreprise ou des enfants qui ne travaillent pas dans votre entreprise, là, l'administration fiscale remettra en cause la déductibilité aussi bien des rémunérations que des charges sociales qui auront été déduites sur ces rémunérations. Donc, à bien faire attention. Donc, au niveau des résultats, il faut toujours faire une optimisation fiscale et sociale au niveau des charges déductibles, savoir comment on peut les passer le mieux. Donc documenter chacune des dépenses. Je vous invite, quand il y a des dépenses de restauration, des choses comme ça, à bien mettre tout de suite le nom du fournisseur ou du client que vous avez invité, de manière à ce que dans 3, 4 ou 5 ans, quand vous aurez le contrôle fiscal, vous n'ayez pas à vous en souvenir et à chercher ça.
L'optimisation fiscale, donc ça vise à diminuer au maximum la pression fiscale. L'optimisation sociale vise à diminuer au maximum les cotisations sociales. Tout ça dans des règles bien particulières et qui font que l'on ne puisse pas se faire redresser dessus. Pour réussir cette optimisation fiscale et sociale, eh bien, rien de mieux et rien de plus important que de faire une veille en permanence, donc une veille législative et réglementaire. Donc vous avez des outils qui vous permettent d'être au courant tous les jours de l'actualité, des outils gratuits qui vous permettent d'être au courant tous les jours de l'actualité fiscale et sociale, et donc vous pouvez être bien au courant de tout ce qui se passe. On va également planifier les investissements. Quand je vous disais que quand il y avait des investissements, bien souvent on avait souvent d'ailleurs, quasiment tout le temps quand on ne fait pas d'emprunt, on va être obligé de payer des impôts et si on n'a pas la trésorerie, bien on aura des difficultés et donc on va pas faire des investissements comme ça sans réfléchir. On va bien positionner les investissements au fur et à mesure des années de notre entreprise. Ou alors, si on a besoin d'en faire plus avant, eh bien, on fera attention qu'on ait la trésorerie ou qu'on fasse des emprunts qui vont pouvoir payer au moins les impôts. On va également faire attention aux rémunérations, notamment en ce qui concerne les plans d'intéressement, de participation et de plans d'épargne, également pour limiter et optimiser les aspects fiscaux et sociaux. Le crédit d'impôt recherche, on fera l'objet d'un séminaire, mais vous avez déjà des fiches sur le site internet du cabinet où vous allez pouvoir regarder. Et puis dans l'optimisation, ce qui est très important, c'est de ne pas se tromper de forme juridique. Et donc je vous invite à faire très attention, à vous rapprocher là encore de votre expert comptable ou d'un conseil fiscal qui vous dira bien, qui vous expliquera et qui vous fera les calculs, vous montrant que la forme d'entreprise individuelle n'est pas forcément la meilleure. Et s'il constate que c'est pas la meilleure, il vous fera apporter votre entreprise en exonération d'ailleurs, il vous fera apporter ou revendre, suivant le cas, votre entreprise individuelle à une société sous forme de SARL ou de SAS. Et puis éventuellement, on constituera même des holdings pour bénéficier de rémunération et d'impôts avec des pressions fiscales moindres, sachant qu'aujourd'hui, la France pourrait être considérée comme un paradis fiscal pour les holdings, puisque vous avez sur les dividendes ce qu'on appelle une taxe flat de 30%, c'est-à-dire qu'avec 30%, vous allez payer à la fois l'impôt revenu sur vos dividendes et les cotisations sociales CSG, CRDS. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez pris vos dividendes, vous n'avez plus rien à payer. Et c'est aujourd'hui une des meilleures rémunérations qu'on le puisse faire, puisque sur une entreprise individuelle, les cotisations sociales sont de 45%, rien que les cotisations sociales, et puis après, on va rajouter l'impôt revenu. Sur les salariés, les cotisations sociales représentent 70%, plus on va rajouter l'impôt revenu, donc on est vite à 80%, donc et on est vite à 70% en matière d'entreprise individuelle, contre 30% pour les dividendes. Donc on est vraiment dans un pays qui vit sur les dividendes et il faut s'organiser quand on est chef d'entreprise pour aller vivre sur les dividendes. Si vous avez des questions dessus, je vous invite là aussi à me poser des questions par écrit en suivant ou à mettre des commentaires. Vous avez toutes les coordonnées du cabinet. Si vous souhaitez donc optimiser ces charges fiscales et sociales, n'hésitez pas, donc, comme je vous disais, à nous contacter directement. Moi-même ou toutes les équipes que nous sommes regarderont avec vous comment optimiser ça, et puis vous ferons tous les meilleurs montages qui pourront se faire. Voilà, notre live se termine. J'espère qu'il vous a intéressé. Si oui, n'hésitez pas à dire et en solliciter d'autres sur des thèmes qui pourraient vous intéresser. Quoi dire de plus? Je vous remercie encore à nouveau. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite, donc on fera un prochain live sur justement la création d'entreprise mercredi prochain, donc à midi et probablement le soir aussi. Je vais réfléchir quand est-ce qu'on le fera. On va en faire comme ça chaque mercredi un live sur un thème bien spécifique qui peut vous concerner. Donc on en aura sur l'optimisation des résultats en matière sociale, on en aura sur la création d'entreprise, j'ai vu, on aura sur les différentes formes juridiques, on en aura sur l'optimisation SEO, puisque le cabinet on a un service qui s'occupe de référencer les sites internet avec beaucoup de succès. On va parler de croissance et développement, on parlera de seuil de rentabilité, on va parler de tout un tas de sujets qui vous intéressent et donc je vous invite à nous suivre. On fera une parution en général une semaine avant sur le thème qui sera choisi de manière à ce que vous puissiez déjà poser toutes les questions que vous souhaitez. Une très bonne soirée et donc à très vite. Au revoir.